Voici un nouveau chapitre de la Bibliothèque des mémoires, consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone, ou non à Mayotte, mais surtout qui ont travaillé ou qui ont fait des actions bénévoles à la suite de l'événement. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, prénom, âge, métier, occupation, et me dire depuis combien de temps tu es à Mayotte? Alors, Gwenola Coulange, j'ai 49 ans, je suis directrice de l'association des apprentis d'Auteuil à Mayotte depuis 1 an et j'habite à Mayotte depuis 3 ans. Est-ce que tu avais déjà vécu un événement climatique de ce type ou équivalent, ouragan, tremblement de Non, en aucun terre? cas, en aucun cas. D'accord. Est-ce que tu avais déjà entendu des récits, amicaux et familiaux de passage de cyclone, sur l'île? Non, non, je pense que je me suis jamais questionnée sur ce type d'événement climatique ici. Effectivement, le dernier était tellement ancien que personne témoigne de ça et ça m'a jamais questionnée. Et en effet, alors, beaucoup de personnes ont cru que ça n'avait pas touché Mayotte. Est-ce que tu faisais partie? Ouais, je pense que j'en faisais clairement partie. Je sais pas si c'était un manque de lucidité ou du déni. J'ai toujours pas la réponse. Hem, je pense que finalement, on n'est jamais. Je pense que le cerveau est pas prêt à comprendre ce qui va se passer. Mmh. Est-ce que tu as pu t'y préparer à un moment? Pas un instant. Pas un Et instant. Pas de préparation au niveau pour mettre à l'abri la maison. Pas de préparation pour faire des stocks d'eau et d'alimentation. J'avais 2 litres d'eau à la maison et très peu de choses à manger. Et je cuisine à l'électricité. Donc vraiment un manque complet de préparation. J'ai juste eu une petite lueur de lucidité le soir et je me suis dit: «Je vais quand même débarrasser ma terrasse». est-ce que tu penses que ton entourage, tes amis, comme tes voisins étaient prêts? Est-ce qu'ils sont dans une phase de préparation? On était clairement tous dans la même situation. On s'est juste dit, le soir, on s'est envoyé un message en disant: «Quand même, débarrassez vos terrasses, ça va souffler un peu». D'accord. Et au-delà de la terrasse, toi, tu t'es posé la question de: «Est-ce que ta maison a résisté? Est-ce que, ce gros coup de vent, que» Non, parce que justement, j'imaginais pas, à quel point, cette violence du vent, en fait, je l'imaginais pas, heu, quand il le matin, quand je me réveille, ça commence à souffler, doucement. Je pense que je devais être debout vers 6 heures du matin. Je m'installe avec un café, et un bouquin sur le canapé. J'ai la fenêtre de la terrasse qui est ouverte. J'ai un peu perdu la notion du temps sur ce moment-là, mais je crois que vers 9 heures du matin, ça commençait déjà à souffler beaucoup. Je trouvais que ça soufflait beaucoup et enfin, je pense que j'avais un peu l'impression que la journée allait se passer comme ça. J'ai fermé la terrasse parce que quand même c'était désagréable ce vent qui soufflait très fort. Et après, bien sûr, ça s'est enchaîné et heu et oui, pendant l'événement, j'ai pensé que ma toiture allait partir et là j'ai compris qu'une toiture pouvait partir. ton logement, il est situé, au nord de l'île, au centre, À Mamoudzou. Mamoudzou? D'accord. Est-ce que tu peux, nous raconter justement tes souvenirs de, cette journée? Ils sont, à la fois très présents et à la fois avec, une perte de repères, dans le temps par rapport à ce qui s'est passé. Heu, quand ça s'est mis à souffler très fort, j'ai commencé à avoir peur, clairement. J'avais de la peur en moi, ça je suis Mmh. certaine, de la peur, de l'angoisse. On était coupés bien sûr, plus de téléphone, plus d'électricité, l'eau était déjà coupée de la veille me semble-t-il. Hem, il s'est mis à pleuvoir. Alors le vent vraiment c'était impressionnant, le vent dans les palmiers, le vent dans les tôles, le bruit. Moi ce bruit, il m'a traumatisée, je l'ai dans la tête encore, il résonne encore dans ma tête, le bruit des tôles et et la pluie qui a commencé à devenir très forte et finalement, ça m'a permis d'être dans l'action. Il fallait éponger. La maison a été inondée, j'avais une rivière dans l'escalier. Ça permettait quand même d'être dans l'action et de pas être passif et je pense que ça a été, c'est bizarre de le dire comme ça,
Mais moi, ça m'a permis de faire, d'être dans le faire et de moins penser. Après, il y a des moments où ça soufflait tellement fort que la toiture bougeait et donc je descendais au rez-de-chaussée, me mettre à l'abri. Enfin voilà, c'était un mélange d'action pour sauver ce qu'on pouvait sauver et de peur ou tétanisée. J'étais assise par terre à attendre ce qui allait se passer. Et ce qui est, en fait, je pense, qui est très impressionnant, c'est qu'on prend conscience à quel point on n'est pas grand-chose et on maîtrise rien. Et moi, c'est la première fois de ma vie que je vis quelque chose où vraiment je n'ai pas du tout la maîtrise de la chose. Et t'étais toute seule ou vous étiez à deux J'étais avec mon compagnon, D'accord. ce qui est une grande chance. Oui, on était dans le même état. On se pense qu'on ne s'est pas parlé pendant. Je suis pas sûre qu'on se soit beaucoup adressé la parole. On était là, on se touchait physiquement. Je suis là, enfin, mais on s'est pas beaucoup parlé. Et chacun dans ses actions. Exactement. Alors tout le temps, tous les deux à côté, quand il montait, je le suivais et je voulais pas rester seule. Alors je le suivais partout, mais tous les deux dans l'action. Ouais. Ce temps, il passe. Moi, c'est difficile d'en comprendre la notion. Là. Qu'est-ce qui t'a choqué après? On ouvre la porte de la terrasse. On ouvre la porte de la terrasse, ça me donne des frissons. L'impression qu'une bombe atomique est tombée devant la maison. Je reconnais pas le paysage. Les arbres sont à terre, ok. Je me rends compte à quel point il y avait des bidonvilles devant chez moi. Je le percevais pas parce que c'était vraiment dans la verdure. Mais là, il y a plus d'arbres. Il y a les bidonvilles au sol. C'est le silence. Il y a quelqu'un qui sort du bidonville qui est en dessous, qui nous fait un signe, qui nous dit « Ok, je vais bien ». Et mon compagnon s'assoit sur la table qu'on avait laissée dehors. Je pense qu'il est resté environ 3 heures prostré. J'ai pas réussi à le sortir de ça. Il bougeait plus, il regardait. Et moi, je me suis remise en action, en pleurant, mais je me suis remise à éponger et à essayer de continuer pour faire quelque chose toujours parce que c'est ça qui me faisait du bien. Et est-ce que tu as le souvenir, soit durant le cyclone et peut-être après, de qu'est-ce qui t'a permis de tenir dans la durée, peut-être tenir moralement et tenir un peu dans la durée? Moi, je pense qu'on avait la chance d'être deux. On est solides tous les deux, ensemble. Et je pense que c'est ça qui a été... on a mesuré aussi la force de notre couple à vivre ça ensemble. Je sais pas comment j'aurais fait toute seule. Aujourd'hui, on se parle, on est au mois d'avril, donc il y a quand même 4 mois qui sont passés depuis le cyclone. Est-ce que tu peux nous raconter l'après, un peu jusqu'à aujourd'hui, peut-être avec les différentes phases? On a un peu le cyclone, les premières 48 heures, les premières semaines ou 2 semaines, on n'a pas réagi de la même façon. Là, le premier mois qui passe et maintenant un petit peu jusqu'au retour à la normale, si tu t'en souviens. Oui, c'est à la fois flou et à la fois c'est assez phasé pour moi. Il y a les 15 jours après. Bon, déjà, il y a bien sûr le lendemain, où avec mon compagnon, on prend le scooter, les rues sont désertes, tout est au sol, mais on fait le tour de nos établissements. On fait le même métier, on fait le tour de nos établissements sur Mamoudzou pour voir à peu près dans quel état sont les bâtiments. Moi, j'ai un bâtiment qui est tombé, c'est dur. J'ai pas d'autres mots, c'est dur, je pleure, là encore. Et on prend conscience que il va falloir retrouver les salariés, il va falloir retrouver les jeunes et tout doucement, c'est la professionnelle qui reprend le dessus finalement dès le lendemain. Le lundi matin, j'arrive au bureau, une collègue me rejoint assez rapidement et on se met tout de suite au travail. Mais on est quand même dans une phase de sidération. On se met au travail, mais on ne sait pas par quel bout prendre les choses. On se dit qu'on doit retrouver Internet. Ça va nous permettre de communiquer avec l'extérieur, avec la Fondation Auteuil et leur dire on est vivant. Et à peu près, oui, c'était sale et poussiéreux et ça avait et mouillé, mais oui, ça avait bien tenu. Et
On a même réussi à remettre l'électricité était revenue à Kaweni et on a pu remettre notre serveur. Donc, on est quand même en lien avec le monde dès le lundi 16. Ça fait du bien. Et tout de suite, on se met au travail. Cellule de phoning pour essayer de contacter tous les salariés, mais aussi bouche à bouche, parce que bien sûr, il n'y a pas on essaye de savoir, on a eu quelqu'un à Sada, est-ce que tu peux faire le tour des collègues? Et tout doucement. Bon, ça nous a pris un bon mois pour retrouver tous les salariés, mais tout le monde allait bien physiquement. Psychologiquement, c'est encore autre chose. Et on se met au travail, on est accompagné vraiment par les collègues de La Réunion et de Paris, avec des cellules de crise. Ça nous tient, ça nous guide aussi, parce qu'on est vraiment perdus. Et on avance tout doucement et on se dit il faut qu'on se mette au contact d'autres associations pour travailler ensemble. On se met en lien avec la Croix-Rouge, etc. Et tout doucement, il se passe des choses. Voilà. Ça, c'est vraiment les 15 premiers jours. Je parle vraiment pour moi. Le mois de janvier, on a laissé les collègues reprendre des forces sans se poser de questions. On a demandé, bien sûr, les gens qui venaient travailler, c'est qu'ils en avaient besoin. Ceux qui ne pouvaient pas, ils ne venaient pas. En janvier, tout doucement, on remet en route l'activité dans les bâtiments qui ont tenu. Voilà, le mois de janvier, c'est vraiment une phase doucement de remise en route. Et on essaye de prendre soin des collègues. Mais c'est vrai que c'est pas facile de prendre soin des autres quand soi-même on va pas bien. Ça génère des insatisfactions, bien sûr, des salariés, mais il y a de la compréhension aussi, bien entendu. Moi, dans mon phasage, il y a fin janvier, je pars à Paris pour le travail et je rencontre tous les collègues de la fondation qui ont été très présents en visio, au téléphone. J'ai eu beaucoup de messages de soutien et là, moi, ça me fait beaucoup de bien parce que je suis entourée d'une bulle de bienveillance par rapport à mes collègues de la fondation et à ce moment-là, j'ai besoin de ça. Je vais pas bien, mais toute cette gentillesse qu'on m'apporte, ça me fait vraiment beaucoup de bien et ça me permet de revenir début février, toujours pas très en forme, toujours pas toujours un gros moral, mais je vais mieux quand même. Je vais mieux et je sais que chaque jour ça va aller mieux. Depuis, donc on est en avril, on a repris quasi une activité normale, même si on a des bâtiments qui sont tombés, on s'adapte. Bien sûr, tout le monde est revenu au travail. Les gens, ils sont toujours marqués. On est toujours marqués. Et ça reste un traumatisme. Ça va pas s'effacer demain matin. Je dirais même qu'à un moment donné, ça va faire partie de notre identité, je crois. Mmh. Et toi, pareil, dans ta vie privée, ça c'est aussi un peu phasé comme ça, quand t'as tes travaux de réparation, la maison, Oui, pas grand-chose à la maison, et tant mieux parce que ça nous a permis, je parle pour le coup pour mon compagnon et moi, ça nous a permis d'être 100% disponibles pour le travail. Et ça, c'était vraiment une belle chose. Et je crois que je me suis dit que si j'avais perdu ma maison, je sais pas si j'aurais eu la force de continuer. Mais la maison, elle est là. Et pour moi, c'était quelque chose d'important. Donc j'ai pu me consacrer entièrement au travail. Et le soir, je pouvais rentrer dans ma bulle, même si elle était un peu humide, c'était pas très grave. Tout doucement, ça. Il y avait le chez toi quand même. Ouais, voilà, j'avais mon chez moi, ouais. Est-ce que c'est bien parce que il y a le recul aussi, il y a moins d'émotions maintenant. Tu as des commentaires à faire sur la gestion de cette crise sur le territoire de Mayotte, la gestion de cet événement. Plus pas la crise, plus d'événements. Ouais. J'ai pas de jugement, mais je pense qu'on s'est tous sentis seuls et ça a été difficile à gérer. Alors, est-ce qu'on s'est sentis seuls parce que tout le monde s'est mis dans sa bulle, chacun à son niveau, les pouvoirs publics, les associations, etc. On n'a pas réussi à se retrouver au milieu et on a fait, comme quand j'ai plongé ma maison au moment du cyclone, on s'est tous mis à travailler, on a fait ce qu'on pouvait, mais on a eu du mal, je pense, à se rassembler et ça, j'ai trouvé ça dommage. J'avais une espèce d'impression qu'il y aurait un après
et que cet après serait solidaire. Et ça me saute pas aux yeux aujourd'hui. Il y a eu donc l'annonce d'un chiffre officiel de 39 morts à Mayotte et de milliers de blessés. Toi qui as vécu le cyclone de l'intérieur, qu'est-ce que tu penses de ce chiffre et de cette annonce? Il y a 2 choses. Il y a, j'ouvre ma porte, je vois ce que j'ai en face des yeux et je me dis: «Waouh, il y aura des dizaines de milliers de morts». Et après, il y a la reprise du travail, même si ça a pris ça a pris quand même de très nombreuses semaines. Aujourd'hui, nous, on touche environ 4 500 jeunes par an. On a un établissement scolaire, etc. On n'a pas d'informations qui viennent nous dire qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts. On n'a pas eu cette information-là. On a récupéré nos jeunes. On a entendu, j'ai perdu un tonton, ça on l'a entendu, mais pas à une échelle énorme. D'accord. Mmh. Est-ce que, là c'est la parole est libre, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour les personnes qui vont écouter ton épisode, en fait, soit des amis, de la famille ou d'autres personnes qui vont écouter ce podcast, et est-ce que tu auras un message à passer? Je vais parler de la famille et de mes enfants aussi. À quel point ça a été, j'ai pas forcément bien sûr mesuré, j'ai pas du tout mesuré bien sûr au moment où ça se passe, à quel point c'était dur pour eux de voir les images qu'ils ont pu voir à la télé et de pas pouvoir nous contacter, et l'angoisse que ça a pu générer chez eux. Et j'ai pris conscience de ça 15 jours après le cyclone. J'ai regardé les informations du 20h du 14 ou du 15 au soir, je me suis dit: «Waouh, la famille, mes enfants ont vu ça». Je me suis dit: «Mais quelle violence, mais quelle violence». Et après moi j'ai réussi à rentrer en contact avec ma famille quand même dès le soir. Donc c'est une grande chance. Et quand je suis allée à Paris fin janvier pour le travail, j'ai pu réunir mes enfants à Paris et on a passé un week-end ensemble, et j'ai pris conscience du traumatisme pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui me marque aussi beaucoup, beaucoup. L'information et Ouais. Mmh. une inquiétude, en fait. Ouais, cette inquiétude, cette angoisse profonde qu'ils ont vécue de nous savoir là-dessous. Ils savaient qu'il y avait un cyclone qui était en cours sur Mayotte, et ils ont pas eu de nouvelles de nous pendant 8 ou 9 heures. Ils ont imaginé le pire. Et ça m'a beaucoup touchée, et je me rends compte que nos familles, les gens qui étaient à l'extérieur, je parle aussi de nos collègues ici à Apprentis d'Auteuil qui étaient en vacances en métropole et qui sont traumatisés aussi, et qui étaient dans la culpabilité de pas être avec nous. Je n'ai pas d'autres questions. Je te remercie beaucoup de ton témoignage. Eh bien, merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de la Bibliothèque des Mémoires. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé à la création de cet épisode, du montage au témoignage, et vous remercier pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.